Madame, Monsieur, bonjour. Le plan Orsec déclenché en Haute-Loire en raison des nouvelles chutes de neige qui continuent de bloquer non seulement ce département, mais aussi celui du Rhône et de la Loire. Des centaines de milliers de personnes sont encore ce matin privées d'électricité. Espoir, notre spécialiste de la météo, Alain Gillot-Pétré, prévoit une amélioration régulière de ce temps dans les jours qui viennent. Nouveaux incidents ce week-end entre sidérurgistes et forces de l'ordre dans les Ardennes. La crise de la sidérurgie va encore obliger cette industrie à supprimer 12 000 emplois d'ici à 1986. Argentine, les généraux au pouvoir reconnaissent pour la première fois l'importance et l'existence du phénomène des disparus dans ce pays, des milliers d'opposants éliminés mystérieusement. Dans ce journal, le témoignage du père d'un Français disparu depuis 1976 et qui rentre de Buenos Aires. Italie, le procès de la mafia à Palerme, en Sicile, s'ouvre aujourd'hui. 76 inculpés des 3 principales familles de la mafia sicilienne, un test pour l'État italien dans sa lutte contre la mafia. Et l'invité d'Antenne 2 Midi aujourd'hui, c'est M. Fernand Braudel, historien de l'économie française du XVe siècle à nos jours, et qui vient de publier avec M. Ernest Labrousse son 4e volume, L'économie française de 1950 à aujourd'hui, et c'est son regard d'historien sur l'économie française qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Il neigeait ce matin sur la Haute-Loire où le plan Orsec a été déclenché. Il neigeait également sur la Loire et le Rhône, les principaux départements touchés par la vague de mauvais temps de ce week-end. Ce deuxième assaut du mauvais temps intervient au moment où la situation est loin d'être normalisée. Des centaines de milliers de foyers restent encore sans électricité, les routes secondaires impraticables et la vie économique pratiquement arrêtée. C'est ainsi qu'à Saint-Étienne, les principales usines ont demandé à leurs employés de rester chez eux aujourd'hui. Les écoles sont également fermées ce matin. Le point de la situation, Michel Perrault. Après les nouvelles chutes de neige de cette nuit, la situation était toujours préoccupante ce matin dans les départements de la Haute-Loire, de la Loire et du Rhône. À l'exception de certaines départementales, la plupart des grands axes routiers ont été dégagés. Malgré les efforts depuis 48 heures des équipes de secours EDF, 300 000 foyers sont toujours privés d'électricité. La situation devient critique pour certaines maisons de retraite ou maternités, toujours privées de chauffage. Selon la météorologie, de nouvelles chutes de neige sont à craindre dans la journée. La situation pourrait alors devenir dramatique pour les petits villages situés au-dessus de 600 mètres, dont certains sont déjà isolés. Les opérations de secours sont rendues plus difficiles dans la vallée du Rhône et sur les hauteurs de Saint-Étienne, où le vent s'est levé depuis quelques heures. Ce matin, de nombreuses écoles et entreprises ont préféré ne pas ouvrir leurs portes afin de ne pas créer de nouvelles difficultés. Dans les zones urbaines, un appel a été lancé afin que les commerçants bénéficiant d'électricité ouvrent leurs portes ce lundi matin afin de ravitailler en denrées indispensables les habitants des zones toujours privées de courant. Enfin, l'aggravation des conditions climatiques ont amené le préfet de la Haute-Loire à déclencher dès ce matin le plan Orsec. Voilà, après ce tableau plutôt sombre, et bien qu'il neige encore ce matin sur les départements du centre de la France les plus touchés, Alain Gillot-Pétré pense que la situation va régulièrement s'améliorer dans les heures qui suivent et les jours qui viennent. Oui, absolument. C'est l'effet d'accumulation. Il y a eu beaucoup de neige. Le peu qui tombe maintenant aggrave la situation. Mais météorologiquement parlant, il y a une franche et nette amélioration sur toutes ces régions, même si c'est difficile à dire, même si beaucoup de personnes restent encore bloquées. Météorologiquement parlant, ça s'améliore. Mais tout de même, prudence encore donc, du Jura à l'est du Massif central, à l'est des Pyrénées, à la Corse et aux Alpes, toujours des nuages, avec des averses, mais simplement des averses, ce n'est plus de la neige ou de la pluie continue, averses de neige ou de pluie, avec des vents forts, assez forts, sur la Méditerranée. Il y avait ce matin 90 km/h dans la région de Perpignan. Sur le reste du pays, encore quelques plaques de brouillard par-ci par-là, des nuages bas, mais dans l'après-midi, on devrait voir apparaître des éclaircies, et il est possible également qu'il y ait une ou deux averses de pluie ou de neige du Perche à la Champagne et la Picardie. Mais ça ne durera pas et ça ne restera pas sur le sol. Les températures, quant à elles, sont en baisse par rapport à hier.
3 à 4 à 5 degrés sur le centre et le nord-est, le nord, le bassin parisien, 1 degré minimum, 1 ou 2 degrés à Clermont-Ferrand. C'est assez doux sur la Bretagne et le Cotentin, sur l'Aquitaine, sur la Méditerranée, mais nous sommes en novembre, les températures sont fraîches, maximum 15 degrés à Ajaccio et Bastia. C'est le même type de temps pour demain avec, je l'espère vraiment, une très nette et très franche amélioration sur le sud-est. Ce week-end encore, à Viremolin, dans les Ardennes, sidérurgistes des usines de la Chiers, manifestants écologistes contre la centrale nucléaire de Chooz, se sont une nouvelle fois affrontés aux forces de l'ordre. Ces manifestations, qui ont lieu presque traditionnellement désormais le 4e samedi de chaque mois, sont devenues insupportables pour la population de ce petit village qui s'interroge à la fois sur la nature de ces manifestations et aussi l'attitude des forces de l'ordre. Une enquête de la station FR3 de Reims. Viremolin, un bourg de 3000 habitants qui s'étire le long de la Meuse, à quelques kilomètres de la frontière belge. Les 800 salariés de l'usine sidérurgique de la Chiers ont eu au mois de juin dernier confirmation de la fermeture fin 1983 de l'entreprise. Un nouveau coup dur pour les Ardennes, dont la situation économique est plus que délicate. Les sidérurgistes ont exigé d'Usinor, propriétaire de l'usine, 10 ans de garantie d'emploi et de salaire après la fermeture, des exigences que la direction refuse pour l'instant, malgré les coups d'éclat parfois violents des sidérurgistes. Samedi, comme tous les derniers samedis du mois, les antinucléaires franco-belges, hostiles à la deuxième centrale nucléaire de Chaux, une commune voisine de Vireux, ont organisé une campagne d'information. Ils se sont rassemblés à Vireux même, car depuis quelques mois, antinucléaires et sidérurgistes font cause commune. Il est vrai que des habitants de Chaux travaillent à la Chiers et que la construction de la deuxième centrale intervient au moment de la fermeture de l'usine. Mais les sidérurgistes et les antinucléaires ne sont pas les seuls acteurs de ces week-ends animés. Ils reçoivent désormais le soutien d'éléments incontrôlés, d'autonomes attirés par la violence. Dans la soirée de samedi, ce sont eux sans doute qui ont attaqué sans relâche la gendarmerie de Vireux, en risquant même de mettre le feu à une station essence. Il faut dire que toute la journée de samedi, les forces de l'ordre ont été relativement discrètes. Elles ne sont intervenues que dimanche, vers 1 h du matin. 700 gendarmes mobiles et CRS ont alors pénétré dans Vireux, un spectacle hallucinant mais habituel. Habituel également, l'attaque le dimanche matin pour anéantir les barrages construits sur les 2 ponts de la commune par les manifestants. Ces scènes de violence sont devenues monnaie courante à Vireux. Les enfants d'ailleurs ne jouent plus aux gendarmes et aux voleurs, mais aux CRS et aux manifestants. Ceux-ci, entre 200 et 300 hier, ont envoyé, comme à chaque fois, des billes d'acier et des boulons. Face-à-face traditionnel qui conduit, comme toujours, après quelques heures de lutte, à des interpellations et à l'anéantissement des barrages par les forces de l'ordre. Jusqu'à présent, et c'est un miracle, il n'y a eu, après des mois d'affrontements, que des blessés légers de part et d'autre, mais on craint à chaque fois le pire. Il est certain que la présence parfois massive des autonomes a modifié progressivement la tournure des affrontements. Les sidérurgistes trouvent en ces éléments extérieurs, habitués au combat de rue, un soutien. Pourtant aujourd'hui, les habitants de Vireux sont lassés par cette violence. Ils ne condamnent pas la colère des sidérurgistes, au contraire, ceux-ci se battent pour la défense de l'emploi et par là même pour que vive Vireux. Mais ils ont l'impression d'avoir mis le doigt dans l'engrenage de la violence et ils n'en voient plus la fin. Au lendemain des affrontements, les habitants de Vireux constatent à chaque fois des dégâts toujours plus importants et ils ont peur. Oui, je soutiens leur lutte, mais pas en violence, pas de la violence, parce que ça n'a plus de sens ce qu'ils font là, plus du tout. Au contraire, les gens de Vireux commencent à être vraiment saturés par tout ce qui se passe. Oh oui, puis on est vraiment dans la terreur. Vous pensez qu'il risque un jour d'y avoir un drame? Oui, sûrement. Et moi je dis, tant qu'il n'y aura pas de drame, ils n'arrêteront pas. Ça c'est sûr. Oh ben écoutez, c'est des terroristes, hein, ce coup-ci. C'est plus des manifestations. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils mettent le feu partout. Ils ont mis le feu à la station. Heureusement qu'on avait un extincteur. Autrement, la sonnette d'alarme marchait, là. Et la femme dedans, vous n'avez qu'à voir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Je sais pas, moi. Il faudrait de la police tout le temps, puis c'est tout. Vous croyez que ça arrangerait les choses? Ben, s'ils étaient là, au moins ils ne bougeraient pas. Ils ont arrivé 3 heures après.
Oh ben, il y aura des morts, hein. Tout le monde s'énerve, hein. Il y avait une femme à côté, ben, son mari voulait tirer au revolver, hein. Vous seriez prêt à sortir votre fusil, monsieur? Oui. Oui, ça. S'ils entrent ici, oui. Pour tirer contre qui? Venir nous C'est fiche le manifestant. feu. Pardon. Le dernier samedi du mois de décembre tombe le 25, ce sera Noël. À Vireux, on y pense déjà. Oui, et sans attendre, ce matin encore, des ouvriers de l'usine de la Chière sont établis un barrage sur la nationale 51 à proximité de Vireux-Molin. Ils ont installé là des lingots d'acier qui barrent la circulation et empêchent complètement cette circulation. Cette colère, ou plutôt ce désespoir des sidérurgistes des usines de la Chière, symbolise parfaitement le problème de la sidérurgie française et même européenne, qui, malgré ses considérables réductions de production de ces dernières années, reste encore supérieure de 20% aux besoins du marché. Un autre chiffre, 40 000 emplois ont été libérés par des départs en pré-retraite ces dernières années et 12 000 devront l'être d'ici à 1986. Il faut dire, pour l'instant, qu'aucune véritable perspective n'est en mesure de changer la nature des choses. Vendredi soir à Denain, le Premier ministre, M. Mauroy, s'est fait chahuter par des sidérurgistes. L'État, a dit son ministre de l'Industrie, M. Chevènement, va consacrer 20 milliards sur 5 ans à la sidérurgie française et la sidérurgie doit être remplacée partout par l'implantation d'autres industries. Le plus dur restant à faire, passer des paroles aux actes. Christian Marimonneau. À ces 12 000 suppressions d'emplois prévues d'ici à 1986, rappelons que la sidérurgie a déjà perdu un tiers de ses effectifs en 5 ans. La production, elle, a baissé de 10% cette année pour se stabiliser probablement à 19 millions de tonnes en 1982. Enfin, autre point noir de ce secteur industriel, l'endettement. Les deux groupes sidérurgiques, Usinor et Sacilor, perdent beaucoup d'argent. Leur dette s'élève à quelques 12 milliards de francs à long terme. Pourquoi ? Eh bien, la baisse de la consommation. La construction connaît quelques difficultés. Le secteur automobile est moins demandeur en acier. L'automobile, en effet, fait plus appel à des produits de substitution, le bois, le plastique et l'aluminium. Deuxième raison, l'augmentation de la productivité. Elle a doublé en 10 ans, alors que dans le même temps, on assistait à une surproduction mondiale. Actuellement, la production d'acier donc diminue. Mais le ministre de l'Industrie et de la Recherche, Jean-Pierre Chevènement, annonçait une production de 24 millions de tonnes d'ici à 1990. Casse-cou, rétorque Bruxelles, qui fixe des quotas de production nettement inférieurs afin d'éviter une crise générale de la sidérurgie européenne. Bruxelles souhaiterait en effet, outre la fermeture prévue de Vireux-Molin dans les Ardennes, de Pompey en Lorraine, celle de Neuve-Maisons et de Longwy. Impossible, répond le gouvernement français qui a décidé un plan d'investissement de 17 milliards et demi de francs d'ici à 1986 afin de relancer la production. Cette année, pour la première fois, la balance commerciale s'est avérée nulle, c'est-à-dire que l'on ne vend plus d'acier français, contrairement à l'année dernière. Le sort des sidérurgistes est donc scellé. La période faste des années 70 désormais est terminée. Même si le gouvernement est plus particulièrement attentif aux conséquences sociales, il ne peut modifier les tendances à la baisse du marché mondial. Oui, et dernier élément de ce dossier, réaction du responsable du secteur des métaux à la CGT, M. André Saint-Jean, interrogé ce matin par Martine Gilson, qui l'a rencontré. M. Saint-Jean, des syndicats métaux de la CGT. Voilà des hommes, des femmes, des jeunes qui depuis des années souffrent d'une politique de désastre au niveau de la casse de la sidérurgie. Ils n'ont aucune perspective concernant leur devenir. Ils sont inquiets, la colère s'exprime, nous la partageons. Ils se sont battus depuis des années, ils continuent à se battre pour avoir une sidérurgie, pour avoir des industries, nous sommes avec eux. Mais la faute à qui? Au gouvernement? Écoutez, le gouvernement français, aujourd'hui de gauche, hérite d'une situation. Il faut quand même se rappeler que la sidérurgie, si elle est dans cet état, c'est parce que depuis des années a été menée une politique de casse, une politique de démantèlement. Des dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés. Des usines entières ont été démantelées. Aujourd'hui, il s'agit de refaire pour la France une sidérurgie forte et compétitive. Nous disons d'accord, mais il faut s'en donner les moyens, et nous pensons que le gouvernement a fait de ce point de vue quelques déclarations, mais il faut aussi apporter des garanties aux travailleurs, même si on leur parle le langage de la responsabilité. Ils attendent pas seulement des promesses, ils attendent des actes. Alors monsieur Brodel, vous, c'est à l'historien de l'économie que je m'adresse.
En dehors des arguments politiques qu'on peut s'échanger à propos de la sidérurgie, est-ce que ce n'est pas le phénomène type que l'on pouvait prévoir, ce phénomène de la régression de la sidérurgie? Bien sûr, mais je dirais que cette régression est annoncée, je dirais, de tous les côtés à la fois, non seulement en France, mais dans les différents pays européens, et que ça n'est pas une chose nouvelle, c'est un élément d'une crise d'ordre général, et qui s'est abattue non seulement sur la France, mais sur le monde entier. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les différentes diatribes politiques, les différents courants politiques, les différentes possibilités des gouvernements qui ont été en place en France ont empêché de voir réellement, objectivement, ce qui devait se faire à propos de la sidérurgie? Je ne crois pas trop. Je crois que, quelle que soit la position politique du gouvernement ou des gens qui ont la responsabilité de prendre des décisions, on est en face d'une situation qui s'affirme, je dirais, avec une telle force, une telle puissance que les réponses sont presque toujours les mêmes. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui d'autres secteurs de l'industrie dont on ne parle pas encore en ce moment et qui risquent, cela c'est à l'historien, mais aussi à celui qui peut s'occuper du futur que je m'adresse, qui risque aussi d'être comme la sidérurgie en difficulté dans quelques années? Vous savez, vous avez tort de vous adresser à un historien, parce que l'historien est toujours sûr de ses réponses quand il s'agit du passé, et il est comme tout le monde quand il s'agit de l'avenir. Je crois que d'autres secteurs seront certainement un jour ou l'autre menacés, parce que la crise qui s'est déchaînée sur le monde ne va pas se terminer demain ou après-demain. C'est par un texte de compromis élaboré tard cette nuit que s'est terminée la réunion des pays membres du GATT à Genève. Le GATT, cette organisation qui régit les lois du commerce international. Dans ce texte, les pays membres s'engagent à résister aux pressions protectionnistes qui menacent le commerce et l'économie mondiale. Un texte vague qui reflète l'impossibilité d'un accord entre les États-Unis d'une part, les pays de la communauté européenne et les pays du tiers-monde. Les Américains voulaient que les Européens cessent de subventionner leur agriculture qui, par ce biais, se trouve, selon eux, en concurrence déloyale avec les États-Unis, mais aussi avec les produits des pays en voie de développement. Sur ce point précis, les Européens ont fait bloc, ce qui, pour M. Jobert, ministre du Commerce extérieur français, est peut-être le plus important dans cette réunion. Les États-Unis voulaient également que les industries de services, comme la banque, les assurances, puissent s'exporter plus facilement. Là encore, ils ont échoué. Alors, Monsieur Brodel, seconde question, toute simple celle-ci. Ce GATT, cet organisme qui régit les lois du commerce depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre 88 pays du monde, à votre avis, ne pouvait-il fonctionner véritablement bien que parce que tout allait bien, ou est-ce que c'est aujourd'hui qu'on trouve sa véritable raison d'être? C'est-à-dire qu'il est plus facile d'entrer en fonction quand tout va bien que quand tout va mal. Et je crois que c'est justement quand tout va mal que l'intervention est une intervention utile. Mais d'après les nouvelles que vous donnez, les espérances sont assez minces. Le gros problème, c'est bien le suivant. Il y a une crise qui est une crise d'ordre international et on ne peut la résoudre que par des mesures internationales. Je déplore que les différents pays s'acharnent les uns après les autres dans des secteurs qui sont trop étroits à essayer d'endiguer la crise, et la crise est universelle. Si bien que je regrette que le GATT n'ait pas trouvé des solutions qui soient des solutions impérieuses. Et à trop retarder ces solutions, nous irons vers des catastrophes encore plus grandes. Et n'avez-vous pas le sentiment que cette internationalisation du commerce et des affaires va plus vite que celle des esprits, que des gouvernants continuent de penser et de légiférer en fonction de leur économie nationale? Vous êtes trop optimiste puisque vous confondez esprit et gouvernement. Distinguons les deux choses. Les esprits vont très vite, mais les gouvernements n'ont certainement pas la même vitesse et ni même la même liberté. Je puis dire, je ne dis pas n'importe quoi sur une question comme celle-là, mais je peux prendre mes responsabilités avec beaucoup de facilité. Je n'ai pas derrière moi les responsabilités gouvernementales. La CFDT, c'est une dépêche qui est arrivée pendant ce journal. La CFDT, le CFDT de la radio-télévision, a déposé un nouveau préavis de grève pour jeudi prochain. Le CFDT, vous le savez, est majoritaire dans les syndicats de techniciens à la radio et à la télévision. Donc, nouveau préavis de grève déposé par cette organisation syndicale pour jeudi prochain, 2 décembre. L'actualité en France maintenant, avec à partir d'aujourd'hui devant les assises, l'affaire de Dombasle, un enfant tué par d'autres enfants, Martine Laroche-Joubert. En effet, des adolescents accusés d'avoir tué un enfant de 11 ans. C'est une histoire qui nous avait bouleversés il y a 2 ans, quand dans une petite ville de l'Est, à Dombasle, Thierry avait été retrouvé transpercé de 11 coups de poinçon.
Avant le procès qui se déroule à huis clos cet après-midi à Nancy, Isabelle Bechler, vous nous retracez les étapes de l'enquête qui a permis l'arrestation des mineurs que l'on retrouve cet après-midi dans le box des accusés. Oui, la tâche des policiers était particulièrement ardue et le commissaire Bertrand, qui avait mené l'enquête à l'époque, se heurtait surtout à une espèce de mutisme généralisé. C'est un mutisme habituel dans ces villes de l'Est où l'on parle peu, où la grisaille industrielle est bien pesante et le chômage encore pire. Il y avait déjà à l'époque beaucoup de jeunes désœuvrés, mal formés au lycée d'enseignement professionnel, quasiment voués au chômage pour 80% d'entre eux. Alors pour payer les bières qu'ils avalaient pour tromper l'ennui, certains de ces jeunes racketaient des enfants ou d'autres adolescents. Et c'est dans une de ces cités que Thierry Michel, 11 ans, est descendu de son bus par erreur. Il retournait ce soir-là à son pensionnat, avait laissé passer l'arrêt de son école 3 km plus tôt et avait décidé de la rejoindre à pied. On l'a retrouvé poignardé dans la soirée. L'autopsie révèle qu'il y a plusieurs meurtriers. Meurtriers pour un paquet de bonbons, quelques fruits et un plumier. Thierry n'avait pas un centime sur lui. Silence, rumeur. 15 jours plus tard, finalement, la police appréhende 4 jeunes de 17 et 18 ans. Ils n'avouent jamais, mais 2 d'entre eux craquent un moment. Oui, effectivement, ils ont entendu un cri étouffé. Ils seront inculpés de non-dénonciation de crime. Quant aux deux autres, ils comparaissent aujourd'hui pour homicide involontaire. Et quelle peine risquent-ils finalement parce qu'ils sont mineurs? Oui, ils sont mineurs. Ils encourent donc en fait la moitié des peines prévues par des adultes coupables du même crime. Or, pour homicide volontaire et complicité, c'est la perpétuité. Les 9 jurés des assises de Nancy, le président et 2 juges pour enfants qui seront ses assesseurs auront donc à faire la part de la sauvagerie de ces adolescents et puis aussi des explications sociales de cet acte. Le procès se tient à huis clos. Vous avez un risque sur 1 million d'être attaqué dans le métro parisien. Ce propos rassurant, après les divers accidents survenus ces derniers jours, est tenu par M. Claude Quin, le président du conseil d'administration de la RATP, dans un entretien qu'il a accordé ce matin aux Parisiens libérés. Pour rassurer les voyageurs, il envisage également un renfort d'ici une quinzaine de jours d'une centaine de policiers dans les couloirs du métro. Enfin, des tarifs spéciaux devraient être créés pour les jeunes. Une petite fille au nom de conte de fées, Morgane, vient de naître à l'hôpital de Sèvres. Ce n'est plus tout à fait magique, mais pas encore banal. Morgane est un nouveau bébé éprouvette. Le terme n'est pas tout à fait scientifiquement exact, mais on l'utilise cependant pour ces bébés nés par fécondation in vitro. L'histoire que nous allons maintenant vous raconter a un parfum un peu désuet. En Iran, pour travailler, les femmes doivent porter le tchador. En France, dans certaines entreprises, c'est le soutien-gorge qui est exigé. En 1980, une jeune femme a été licenciée pour refus d'obéissance parce qu'elle refusait de porter ce fameux soutien-gorge. Elle était tête comptable et travaillait dans l'entreprise depuis 3 ans. Elle a déjà perdu devant les prud'hommes et se retrouve cet après-midi en cour d'appel. Corinne Pertuis, elle, a rencontré une jeune femme comme toutes les autres. Elle n'a pas le profil d'Ursula Andress ou de Lolo Brigida. Pourtant, au mois d'avril 80, Pascal Morel, 21 ans, reçoit une lettre de licenciement formulée en ces termes. De notre entretien préalable du 1er avril 80. Nous vous rappelons que votre tenue vestimentaire, transparente sur une nudité complète du buste, n'apparaissait pas appropriée dans des bureaux où travaillaient des salariés des 2 sexes, qui n'ont pas obligatoirement toutes les conceptions que vous-même quant au caractère convenable ou non d'une tenue vestimentaire. Après un silence prolongé... Pascal, qui affirme n'avoir jamais mis de soutien-gorge, est accusé d'avoir porté le trouble dans l'entreprise. Des pertes de temps, des allées et venues, on n'allait plus souvent qu'à son tour dans le bureau de cette jeune femme. Elle-même circulait, et quand elle circulait, eh bien, on jasait, on n'était plus à son travail, si vous voulez. On a donc invité cette jeune femme à s'habiller différemment. Elle a persisté, il faut bien dire cela, hein. Elle a persisté, hein. Elle a considéré que c'était son bon droit et qu'elle continuerait. Et c'est précisément ce refus, si vous voulez, d'observer l'avertissement qui lui avait été adressé, qui a entraîné le licenciement. C'est ça la cause du licenciement. L'origine du trouble, c'est le comportement de cette jeune femme. Les bureaux de la société pour lesquels j'interviens ne sont pas une annexe de la piscine, hein. Les chemisiers complices de l'affaire, les voilà, ni plus transparents, ni plus osés. Conformément aux droits disciplinaires de l'employeur, les prud'hommes la déboutent, elle est licenciée et restera 2 ans au chômage. Il n'y avait pas de changement dans la façon de travailler de l'entreprise.
Les hommes, bon, bah, ils venaient de temps en temps dans mon bureau, mais c'est tout. Bon, les femmes, moi, je travaillais avec, c'était mes collègues de bureau, j'allais de mon bureau au bureau à côté, c'était pas du tout pareil. Je pense que c'est de la jalousie, ni plus ni moins, et puis c'est tout. Quant à la direction de la Citéco, elle a absolument refusé de nous recevoir. Certains employeurs ont tort de vouloir toujours avoir raison, toujours être obéi. On ne peut pas toujours avoir raison, et il faut admettre qu'un salarié a quelquefois le droit de dire non. Et en réalité, cette demoiselle n'a pas été licenciée parce qu'elle était habillée ainsi, mais parce qu'elle a dit non. Il y a des fois où on a le droit de dire non. Vous pensez que c'est une bataille pour la libération de la femme que vous menez actuellement? Ce n'est pas une bataille pour la libération de la femme. C'est une bataille pour le salarié avoir le droit d'être un citoyen, même dans l'entreprise. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi un côté militant? Est-ce que vous n'êtes pas très féministe? Non. C'était ma façon de m'habiller et je pensais que de toute façon, je n'avais pas d'autre à changer ma manière de m'habiller pour un employeur et c'est tout. Disons, moi, si je gagne, ce sera pour moi. Déjà, ce sera quand même un but que j'aurais quand même réussi à arriver à faire. Maintenant, ça pourra servir pour les autres, pour ceux qui ont les mêmes problèmes que moi, qui sont licenciés pour des raisons abusives aussi, mais qui des fois n'osent pas aller jusqu'au bout parce qu'elles ont peur d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai osé, maintenant on verra bien ce que ça donne. La Cour d'appel donnera donc cet après-midi son jugement, un jugement qui risque peut-être de faire référence. Une déclaration en politique intérieure après le congrès de l'UDF qui s'est tenu ce week-end. Pour Bertrand Delanoë, le porte-parole du PS, ce congrès était tout juste un rassemblement, une sorte de meeting qui a consacré l'hégémonie de Giscard sur l'UDF en marginalisant les minorités centristes. Je rappelle cependant que M. Giscard d'Estaing, dans toutes ses allocutions, s'est fermement placé au centre. Enfin, une recommandation pratique, vous devez acheter votre vignette automobile avant mercredi minuit si vous ne voulez pas payer une amende de 3%. Le président de la République, M. François Mitterrand, en Inde, rencontre aujourd'hui Mme Indira Gandhi, le Premier ministre. Il doit également prononcer un discours devant le Parlement. De New Delhi, l'un de nos envoyés spéciaux, Bernard Pradino. Avant de retrouver le Premier ministre indien, Mme Gandhi, pour une nouvelle série d'entretiens, le président Mitterrand a traversé New Delhi, occasion de passer devant le fort rouge de Delhi, à l'entrée de la vieille ville, et de s'attarder un instant devant le spectacle de la rue. À l'ordre du jour ce matin, le Proche-Orient, les rapports Est-Ouest au lendemain de l'accession au pouvoir de nouveaux dirigeants en Union soviétique, et les répercussions que cela pourrait avoir avec le rapprochement entre la Chine et l'URSS et une petite probabilité d'évolution en Afghanistan. L'Europe également, avec la place qu'elle devrait tenir entre les deux grands. Les relations bilatérales franco-indiennes, enfin. On connaît déjà l'importance de l'accord sur la livraison française d'uranium enrichi à l'Inde. D'autres activités seront développées, télécommunications, aluminium, aéronautique, sans oublier la culture, c'est-à-dire le cinéma et la perspective d'une exposition indienne à Paris en 1984. Tout à l'heure, le président français s'adressera au Parlement indien. Ce sera le deuxième temps fort politique de la journée, avant la conférence de presse de ce soir. L'accord le plus important de ce séjour a été jusqu'à présent la vente par la France d'uranium enrichi pour les centrales nucléaires indiennes. En échange, l'Inde pourrait définitivement conclure le contrat d'achat d'avions Mirage français. L'achat également de missiles Exocet. Le problème qui se pose toujours en matière de vente d'uranium enrichi, c'est l'utilisation à des fins militaires. Que pourrait en faire le pays qui l'achète, toujours officiellement vendu à des fins civiles? Et bien que l'Inde possède déjà une bombe atomique, ce problème reste posé. Philippe Dumez. Seuls 3 pays au monde peuvent fournir aujourd'hui de l'uranium enrichi nécessaire à la fabrication du combustible pour les centrales nucléaires modernes. L'Amérique, bien sûr, et l'Union soviétique, mais aussi la France, avec son usine d'Eurodif qui va donc se substituer aux Américains pour fournir à l'Inde l'uranium qu'elle réclame. La négociation a été longue parce que les Indiens n'acceptaient aucun contrôle et si les Français ont fini par céder, c'est peut-être qu'ils craignaient de voir capoter d'autres contrats commerciaux beaucoup plus intéressants. Cet accord prévoit la fourniture d'une vingtaine de tonnes d'hexafluorure d'uranium par an, c'est-à-dire la matière de base nécessaire à la fabrication du combustible nucléaire, combustible qui sera fabriqué sur place grâce à un accord de transfert de technologie.
les 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Tarapur près de Bombay pourront continuer à fonctionner, mais l'Inde, qui a déjà fait exploser une bombe atomique, va pouvoir maintenant et sans contrôle possible développer sa technologie militaire. C'est ce que redoutaient les Américains, et la France risque fort d'apparaître comme l'instigateur de la prolifération nucléaire. Mais cet accord prévoit aussi un réel transfert de technologie vers le tiers-monde. Monsieur Brodel, ce type de rapport entre pays plus industrialisés que d'autres et pays en voie de développement s'est-il déjà posé en dehors de notre époque dans l'histoire économique du monde? Bien sûr, mais ça s'est posé avec une brutalité, je dirais, silencieuse que le monde actuel ne connaît pas. Est-ce qu'on peut en avoir un exemple? Est-ce que vous en avez un exemple en tête? C'est-à-dire que vous me surprenez un peu, mais le tiers-monde n'est pas, autrefois, si vous vous placez au XVIIIe ou au XVIIe siècle, n'est pas à une même distance, à une distance aussi large des pays privilégiés qu'aujourd'hui. La crevasse ou la distance s'est considérablement agrandie. Mais prenez un pays comme le Portugal. Le Portugal, au début du XVIIIe siècle, passe sous le contrôle anglais. Sous le contrôle anglais, si bien que le Portugal va acheter constamment des draps d'Angleterre, va vendre le vin, notamment le vin de Porto, et ce sont les Anglais qui vont fabriquer, modifier le vin de Porto, et c'est tout de même une belle création, mais ils exploitent de toute évidence le Portugal. L'exploitation est plus forte, je dirais autrefois qu'aujourd'hui. Mais on est obligé de transférer, comme on vient de l'entendre là, une partie de la technologie, accepter des rapports commerciaux en échange, alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Je crois qu'il n'y a pas de transfert de technologie parce que la technologie n'a pas atteint les hauteurs d'aujourd'hui. Dans les 2 guerres, il n'y a pas eu des transferts de technologie importants dans les pays qui étaient en voie de développement? Si, il y a eu des transferts au point de vue, le transfert des inventions, les inventions courent le monde, la technique se modifie à l'échelle du monde, mais quel exemple puis-je trouver? Si vous voulez, l'artillerie de campagne, je remonte comme ça au XVe siècle, l'artillerie de campagne, c'est-à-dire des canons qui se déplacent avec facilité, arrive à Istanbul, à Constantinople, à la fin du XVe siècle, avec les émigrés juifs de la péninsule ibérique. Surtout qui ont appris au sultan à avoir dans leur armée des canons se déplaçant très rapidement, ce qui a donné une accélération brutale dans la conquête musulmane, mais cela n'a aucun rapport direct avec la question que vous m'avez posée. Bien, nous y reviendrons tout à l'heure, Monsieur Brodel. On en termine avec l'actualité. On les appelait les folles de mai. Depuis des années, elles manifestent régulièrement sur la plus grande place de Buenos Aires pour dénoncer les disparitions de leurs maris, de leurs fils, de leurs frères. Disparitions qui se sont multipliées par milliers en Argentine depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire. Jusqu'à présent, les généraux argentins avaient toujours nié ces disparitions d'opposants que l'on attribue à la police officielle, aux polices parallèles. Le récent conflit des Malouines a contraint ces généraux à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, ils ne nient plus complètement ce tragique phénomène, d'autant que dans plusieurs cimetières du pays, on a retrouvé des tombes anonymes. Nos envoyés spéciaux en Argentine, Bernard Benjamin et Patrice Duterte, ont filmé l'un de ces cimetières. Le cimetière de Villegas, à quelques kilomètres du centre de Buenos Aires. Plus exactement, le secteur 0 de ce cimetière, celui où personne ne vient jamais. Ici sont enterrées plusieurs dizaines de personnes, toutes anonymes, victimes de ce phénomène atroce créé par les militaires argentins, la disparition. Et c'est à chaque fois le même spectacle, derrière des monticules de terre fraîchement éventrés, des croix sans nom, symbole de ce que les généraux de Buenos Aires appellent aujourd'hui les excès de la guerre contre la subversion. Il y aurait ainsi entre 15 et 30 000 personnes disparues depuis 7 ans en Argentine, et les seules informations dont disposent les familles aujourd'hui, c'est encore ces tombes, quelquefois frappées du NN masculino, c'est-à-dire sans nom masculin, et la date de la mise en terre. Depuis un mois, la liste de ces cimetières clandestins n'en finit pas de s'allonger en Argentine. Alors, Monsieur Domergue, vous revenez d'Argentine, vous êtes le père d'un jeune homme qui a disparu lui-même mystérieusement en Argentine en 1976. Alors, y a-t-il vraiment quelque chose de changé dans l'attitude des officiels argentins par rapport à ce problème et quel espoir cela permet-il d'envisager? Il y a vraiment quelque chose de changé dans le sens qu'ils ne peuvent plus nier les disparitions.
Jusqu'à présent, chaque fois qu'on posait des questions sur un disparu, les militaires répondaient par une pirouette disant que les disparus, j'ai même entendu dire que les disparus, il suffisait d'aller ici le jeudi devant l'ambassade d'Argentine pour les voir manifester avec les Français qui protestaient. Maintenant, les militaires les reconnaissent pour plusieurs raisons. La première des raisons est justement ce que nous venons de voir, les cimetières. Et étant donné que la justice en Argentine a accepté de chercher l'origine de ces tombes anonymes, déjà c'est devenu quelque chose de tout à fait public. Alors on est sûr que ces tombes, aujourd'hui, on est sûr que ces tombes sont bien celles de différents disparus mystérieusement. On est tout à fait sûr. J'ai été moi-même me recueillir à Grandbourg sur le morceau de champ qu'on appelle un cimetière, qui est formé de 88 tombes de 4 cercueils chacune, et on sait exactement que 31 des corps qui sont là ont été officiellement livrés par des militaires. Donc l'enquête justement actuelle du juge est de questionner les militaires, demander le nom de ces personnes. Bien, alors vous avez déjà constaté un changement, Monsieur Domergue. Dernière question, quels sont vos espoirs aujourd'hui? J'allais dire vos espoirs personnels et les espoirs de la collectivité de Français disparus en Argentine que vous représentez. Mes espoirs personnels et ceux des 15 familles de Français disparus en Argentine sont d'une ouverture. En effet, j'allais en Argentine pour demander aux généraux, enfin à toutes les autorités, de nous donner même confidentiellement des renseignements. Ils ne nous les ont pas donnés maintenant, mais nous avons déjà eu quand même un semblant, mettons, d'encouragement. Un des généraux nous a dit qu'il allait rechercher dans ses dossiers s'il avait les 15 Français disparus, quelques-uns des 15 Français, et nous a promis de nous faire savoir ce qu'il pourrait nous donner comme renseignement là-dessus. Et pour votre cas personnel, avez-vous un espoir supplémentaire de retrouver votre fils aujourd'hui? Comme tous les autres. Nous allons marquer une pause dans cette actualité internationale avec un reportage sur la venue du cinéaste américain Samuel Fuller, qui est né en 1911, cinéaste américain qui tourne pour la première fois en France. Le titre de son film, Les couleurs de la nuit. C'est un cinéaste fameux, Samuel Fuller. Il a tourné quelques-uns des plus célèbres films américains de ces dernières années, La Maison de Bambou ou encore Shock Corridor, Big Red One, Le Jugement des Flèches. C'est un personnage truculent, Samuel Fuller, ancien journaliste. On a pu aussi le voir jouer comme comédien dans Pierrot le Fou de Godard, L'état des choses de Wim Wenders que nous recevions il y a peu de temps ici. Patrice Pelé l'a rencontré ce matin en plat tournage et lui a posé quelques questions. Make yourself very much at ease. This is your place. Go ahead. Just pick it up from there. De la nuit. Un film que son réalisateur qualifie de romance moderne. Une histoire d'amour entre deux adolescents. Si Samuel Fuller fait partie des réalisateurs à succès, c'est sans doute que les thèmes qu'il traite sont en prise directe avec la réalité. Le port de la drogue, La Maison de Bambou, Shock Corridor, autant de longs métrages désormais célèbres qui, avec la sortie dans 2 jours du film de Spielberg E.T., propulse le cinéma américain en tête des recettes. Je trouve que faire des films à succès est très sain. Je souhaite que tous les réalisateurs fassent des films de 200 à 300 millions de recettes de dollars. Je connais beaucoup de gens qui voudraient avoir cette expérience. D'ailleurs, moi aussi. En fait, il faut trouver une histoire qui intéresse le monde entier, comme la peinture ou la musique. Et c'est seulement quand vous aurez aimé ce film que vous vous intéresserez à la nationalité du réalisateur. Vous savez, tous les gens à travers le monde aiment l'amour, l'action, la haine, les fesses des bébés même quand on les change. C'est le type même du sujet international. Politique étrangère donc, suite Israël renoue ses liens avec le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères, M. Shamir, est en visite au Zaïre, Martine Laroche-Joubert. Oui, il est en visite au Zaïre. Je rappelle qu'Israël n'entretenait des relations qu'avec l'Afrique du Sud. Et Israël espère donc que d'autres pays africains suivront l'exemple du Zaïre. Par ailleurs, nous venons de recevoir une information selon laquelle plusieurs manifestations palestiniennes se sont déroulées lundi en Cisjordanie occupée, à Ramallah, Naplouse. Et nous avons appris cela de sources palestiniennes à Jérusalem.
Afghanistan, l'URSS est prête à rechercher une solution politique pour mettre fin à la présence de ses troupes en Afghanistan. Cette déclaration, que nous avons relevée dans le magazine Time, est intéressante parce qu'elle a été prononcée par M. Arbatov, un expert soviétique des relations américano-soviétiques, mais surtout un très proche collaborateur de M. Yuri Andropov dans les années 60. Ne pas oublier tout de même que M. Andropov n'a peut-être pas les mêmes préoccupations avant et après son accession au pouvoir. La Pologne, encore endeuillée, après un grave accident dans une mine, 17 mineurs et sauveteurs ont été tués dans l'explosion. Au moment où nous recevons des chiffres accablants à propos des assassinats au Salvador, le dernier bilan, 293 morts, du 19 au 25 novembre dernier, selon l'évêque auxiliaire de San Salvador, nous venons d'apprendre, toujours par la voix de Monseigneur Chavez, que le pape Jean-Paul II se rendrait au Salvador en février ou en mars 83. Nous n'avons pas encore de confirmation du Vatican. Aujourd'hui, à Palerme, s'ouvre un procès historique, le plus grand procès jamais intenté contre la mafia. 76 accusés, dont 34 en fuite. Le plus connu des suspects, Rosalio Spatola, un jeune parrain de 44 ans. Les juges vont tenter de démêler et de savoir comment sont réinvestis dans l'immobilier sicilien les fabuleux bénéfices du trafic de drogue et surtout d'héroïne. Un procès qui se déroule dans une atmosphère lourde, tendue. Victor Vraman. Disons tout de suite que c'est le plus grand procès qu'on ait organisé jusqu'à maintenant à l'encontre de la mafia et du trafic de la drogue entre la Sicile et les États-Unis. Il y a 76 accusés, je dis bien 76 accusés, même s'il faut tout de même ajouter qu'une cinquantaine de ces accusés se sont définitivement évaporés dans la nature. En tout cas, ce procès est très intéressant parce qu'il permet de comprendre comment fonctionnait justement ce trafic de la drogue entre la Sicile et les États-Unis. En fait, ce trafic de la drogue se trouvait concentré entre les mains de 3 familles siciliennes. Il y avait les Spatola qui travaillaient en Sicile, il y avait les Inzerillo qui s'occupaient du transfert de la drogue de la Sicile vers les États-Unis. Il y avait aussi les Gambino qui étaient chargés de placer, de distribuer la drogue aux États-Unis. On voit qu'il s'agissait par conséquent d'une véritable division du travail, mais à l'échelle planétaire. Seulement voilà, ce monopole de ces 3 familles était très souvent contesté par d'autres familles siciliennes. Il est vrai que certains boss de la mafia ont été dénoncés à la police par d'autres membres de la mafia, par des concurrents. Par exemple, Salvatore Inzerillo a été assassiné à Palerme il y a 2 ans. Ou encore, c'est un fonctionnaire italo-américain de l'aéroport de New York qui a permis à la police de remonter la filière de la drogue entre la Sicile et les États-Unis. Parmi les accusés, il y a aussi le constructeur sicilien Rosario Spatola. Et c'est là que ce procès prend une dimension encore plus importante. C'est qu'on retrouve le fameux banquier sicilien Michele Sindona, qui était à l'origine de la plus grande faillite financière qui se soit jamais produite en Italie. Michele Sindona, qui était un grand ami des hommes politiques italiens ou des responsables financiers du Vatican, Michele Sindona a bien été protégé par la mafia et en particulier par ce Rosario Spatola. Il est donc évident qu'au cours de ce procès qui va durer plusieurs mois, on ne va pas seulement parler du trafic de la drogue. On va aussi parler de l'implantation de la mafia en Sicile et aux États-Unis et des liens de la mafia avec les milieux politiques et financiers en Italie. Du moins, c'est ce qu'on espère. Un procès qui durera plusieurs mois. Du baume au cœur après la défaite de la France en Coupe Davis. C'est une Française, Sophie Berger, qui est championne du monde de karaté, une épreuve qui s'est déroulée à Taïwan. Cette victoire survient 2 ans après le succès de Jean-Luc Montana, lui-même champion du monde en 80. Alors vous découvrez sur ces images Sophie Berger au moment des championnats de France 81 qu'elle avait déjà remportés. Elle est à gauche, là, sur l'écran. Vous ferez donc plus ample connaissance avec Sophie mercredi dans le journal de 13h. C'est promis, elle a l'air bien jolie en plus. Une information boursière pour terminer. Nouveau recul du dollar ce matin et de la livre à Paris. Le dollar perd 12 centimes, me communique Jean Lebert, à 7 francs 03. La livre sterling, elle perd 16 centimes à 11 francs 26. Il se passe quelque chose en ce moment sur le marché d'échange et nous verrons peut-être bientôt le dollar revenir à des cours plus raisonnables. Et comme cela se passe chaque fois que le dollar est en baisse, l'or, lui, monte. Le lingot d'1 kilo d'or fin gagne 1500 francs à 96 500 francs. Pour ce qui concerne les actions à la Bourse de Paris, ce matin, l'indicateur de tendance
est en hausse à l'ouverture de 0,47%. Alors Monsieur Brodel, justement, on parle de l'or, on parle du dollar. Ces manifestations un petit peu cycliques des monnaies, sont-elles une constante de l'histoire économique du monde? Si vous voulez, vous appelez la constante l'agitation. C'est une agitation qui se présente à toutes les époques. Il y a une sorte de respiration de la vie matérielle du monde qui porte sur ces mouvements ou les prix ou les salaires ou les chiffres de production. C'est une découverte qu'ont fait les économistes il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Et les historiens essayaient de voir si ces mouvements n'existaient pas, je dirais, dans le passé. Et ils ont, je dirais, fait des découvertes assez considérables. Vous connaissez notamment le cycle du Kondratiev, qui en gros, 25 ans de montée, 25 ans de descente. En gros, parce que ça n'est jamais très régulier. Là, on est en train de descendre beaucoup. Comment? Là, nous sommes sur la pente descendante. La pente descendante. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on trouve des Kondratiev, ce qui est beaucoup plus... Enfin, je ne dis pas que ce soit plus intéressant que la remarque que vous venez de faire, mais on trouve des Kondratiev qui remontent jusqu'au XVe siècle. Est-ce que nous vous vivons... avez des oscillations du prix du blé, ce sont des travaux qui ont été faits par les historiens. Est-ce que ce que nous vivons actuellement ressemble à la crise des années 30 ? Est-ce qu'il y a des analogies? Est-ce que nous allons vivre ce que nous avons vécu? Écoutez, les crises se ressemblent et elles diffèrent. Elles se ressemblent par le côté désagréable qu'elles nous apportent quand il y a régression et par le côté, je dirais, tout de même favorable quand il y a montée. On a derrière soi 30 années qui sont les 30 années glorieuses dont parle Jean Fourastier. Maintenant, nous avons au moins 30 années, si ce n'est davantage, devant nous, qui sont bien désagréables. On a encore, selon vous, une bonne vingtaine d'années de grandes difficultés. Écoutez, je n'en suis pas sûr. Je souhaite de me tromper avec... ça m'arrangerait beaucoup. Ou du moins, ça arrangerait les gens qui vivront à cette époque. Alors, et ça nous arrangerait tous, en fait. Mais oui, bien sûr. Ces années de difficultés étaient-elles prévisibles ou bien ces cycles sont tels qu'on ne peut pas les empêcher d'intervenir? C'est-à-dire que ça n'était pas prévisible parce qu'on avait l'impression que la conjoncture courte pouvait être comblée et tenue par les États. Et on pense, malheureusement aujourd'hui, c'est la démonstration qui est faite que le Kondratiev, qui était une oscillation beaucoup plus large, ne peut pas être maîtrisé. Enfin, le succès qui serait considérable, ça serait d'avoir une technique pour dominer le Kondratiev, l'empêcher d'osciller comme il le fait. Ce n'est pas avant l'an 2000, donc ça ira mieux pour nous. Je crois que l'an 2000, souhaitons-le, peut-être avant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, un Kondratiev est à la descente, il peut y avoir sur cette pente descendante des mouvements secondaires, des mouvements de montée. Il peut y avoir des répits, les gens diront la crise est terminée, la production va reprendre, etc. Puis, je dirais 1 an ou 6 mois après, on retombera dans cette dépression qui est une dépression tout de même assez désagréable. Monsieur Brodel, dans votre ouvrage avec Monsieur Labrousse sur l'histoire économique et sociale de la France des années 50 à nos jours, qui est le 4e volume, à votre avis, quel est l'événement le plus important pour vous de ces 40 dernières années? Les 40 dernières années, ça dépend comment... Est-ce que c'est l'industrialisation de la France à partir de l'entrée dans le marché commun? Est-ce que ce sont d'autres événements? Est-ce que ce sont les rapports entre patronat et employés? Est-ce que ce sont les évolutions sociales ou les évolutions économiques? Plutôt, si vous cherchez la cause première, il n'y a pas de cause première, mais la cause la plus profonde, je crois que c'est la montée économique générale qui a déferlé sur la France à partir des années 1950. Ou si alors vous êtes pessimiste, c'est au contraire le reflux à partir des années 1970 ou 73, 74. Enfin, la cause principale n'est pas forcément une cause bénéfique. Bien, Monsieur Brodel, je vous remercie d'avoir été notre invité. Vous avez vu que vous avez eu l'occasion, au cours de ce journal et sur les différents problèmes économiques que nous avons évoqués, d'intervenir. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez écrit avec Monsieur Labrousse, Histoire économique et sociale de la France. Ce 4e volume va des années 50 à nos jours. Je vais le montrer à la caméra, il y a plus de 2000 pages. Vous voyez qu'il y a de quoi se documenter et cet ouvrage est particulièrement complet. Vous voulez aller ajouter quelque chose, Monsieur Brodel? C'est le dernier, bien sûr. Nous n'allons pas au-delà. Bien, comme tout historien qui se respecte. Vous ne pouvez pas envisager l'avenir. Je voudrais, avant de nous quitter, rappeler les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui que nous évoquions tout à l'heure au début de ce journal. Le froid, le mauvais temps continue, malgré des annonces d'amélioration prévues par Alain Gillot-Pétré. Pour l'instant, il neige sur la Haute-Loire, notamment, où le plan Orsec a été déclenché ce matin par le préfet. Radio-TV, préavis de grève annoncé ce matin pour jeudi par le SURT-CFDT, le syndicat le plus important de la radio-télévision. Enfin, Vignette, c'est une information pratique, Vignette Auto, il vous reste 3 jours pour vous la procurer et ne pas risquer une amende. Voilà, ce journal est terminé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi et à vous donner rendez-vous pour ma part à demain
12h45. Au revoir, bon après-midi sur Antenne 2.